pour la présentation. Merci aux membres du comité organisateur du colloque. Donc, sans plus tarder, pour commencer, la première séance qui s'intitule « Témoins inexplorés de l'histoire ». Je vais inviter Moustapha Marouche à venir nous rejoindre. Donc, Moustapha Marouche est doctorant à l'Université Picardie-Jules Verne sous la direction de Gérard Urpin et Philippe Nivet. Alors, il s'intéresse particulièrement à l'objet de la Révolution française et d'ailleurs, il a déjà eu l'occasion de faire plusieurs colloques, notamment à Amiens, à Montpellier, à Nantes, à Montréal, à Madrid et à Paris. Donc, sa présentation aujourd'hui, qui va casser la glace, comme on dit pour le colloque, s'intitule « Appréhender autrement l'ère napoléonienne ». Quelques pistes de réflexion sur les multiples dimensions de l'objet vidéoludique. Alors, je vous prierai d'accueillir, s'il vous plaît, Moustapha. Merci beaucoup. Depuis quelques années, les historiens multiplient les recherches sur différents objets d'étude. Musique, bande dessinée, œuvres audiovisuelles, en particulier films et séries, etc., etc. Peu d'individus, cependant, menèrent des investigations sur le jeu vidéo. Les raisons expliquant le faible intérêt affiché sont nombreuses, ce média étant entre autres considéré comme puéril, infantilisant, aliénant, etc. Le terme vidéoludique sera, dans le dit exposé, compris de manière très large. Nous considérerons les wargames, les jeux au tour par tour, les jeux de stratégie en temps réel, les STR, les jeux de rôle, les downloadable content, DLC. Les serious games, c'est-à-dire les jeux à vocation essentiellement pédagogique, les œuvres consacrées à la période napoléonienne grâce à l'ajout de modes spécifiques ne seront pas prises en compte. En d'autres termes, les créations n'étant pas intrinsèquement ludiques, n'étant pas dédiées aux événements survenus entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, seront écartées. Pourquoi s'être penché sur la période napoléonienne ? Le dit choix se justifie aisément. Entre 1988 et 2017, un grand nombre de jeux ayant trait au directoire, au consulat, à l'Empire, furent édités. En d'autres termes, la décision prise s'explique par la recherche du matériel d'investigation à notre disposition. Le corpus sur lequel nous sommes appuyés regroupe environ 60 jeux, développés par des studios américains, européens, asiatiques. Et vous avez la liste qui est affichée juste ici derrière moi. L'échantillonnage que nous avons constitué n'est pas exhaustif. La série des Napoleonic Battles, éditée par HPS Simulation, se référant aux campagnes d'Espagne, de France, donc environ plus de 1000 scénarios, n'a pas été prise en compte. Ne pouvant, faute d'espace, analyser dans la présente communication l'ensemble des dites productions, nous avons envisagé l'étude de quelques œuvres. March of the Eagles, Napoléon Total War, Europa Universalis 3, Napoleon Ambitions, Cossacks 2, Battle for Europe et Civilization 3, Conquest. Quel travail les jeux vidéo permettent-ils d'opérer ? Pour répondre à cette question, nous analyserons dans un premier temps les approches privilégiées, les méthodes de travail employées par les studios, les développeurs, les concepteurs. Comment ces derniers envisagèrent-ils, à partir du média vidéoludique, de représenter et de retranscrire les faits survenus entre la fin de la Révolution française et le début de la Restauration ? La deuxième partie de notre exposé visera à étudier la dimension pédagogique de l'objet, jeu. L'instrumentalisation du passé par les membres de The Creative Assembly, Paradox Interactive, sera étudiée dans une dernière partie. En d'autres termes, nous examinerons avec attention les liens qui unissent le passé au présent, pour reprendre la formule utilisée par Marc Ferro. Il ne nous semble pas inutile de préciser un point important avant de débuter notre propos. Les axes développés ici ne doivent pas être compris comme des conclusions définitives. Ils constituent essentiellement, comme l'indique le titre de la communication, des pistes de réflexion. Les créateurs de Europa Universalis 3 Napoleon Ambitions appréhendèrent le fait historique de manière originale. S'ils privilégièrent l'étude de phénomènes démographiques, religieux, culturels, c'est-à-dire en lien avec l'école des annales, ils ne firent pas l'économie d'une réflexion sur la capacité des dirigeants politiques, des ministres, des généraux, etc., à peser, influencer l'ordre des choses. En d'autres termes, ils se référèrent au courant historiographique connu sous le nom d'histoire-bataille. Les membres du studio Paradox Interactive ne purent cependant rendre compte avec exactitude de nombreuses réalités, telles les combats, etc. En termes de gameplay, cette lecture pluridimensionnelle se traduit de différentes manières. Le dirigeant et ses conseillers sont dotés de points de compétences diplomatiques, militaires, administratifs spécifiques, leur permettant d'influer directement sur le niveau de développement du pays, la combativité des troupes placées sous leurs ordres, etc. Comme vous pouvez le voir ici, où le dirigeant possède un certain nombre de bonus permettant d'augmenter ses compétences.
L'importance de diffusion scientifique, du progrès technique, est quant à elle traduite dans le gameplay par la recherche de doctrines économiques, etc. L'équipe de développement de Paradox Development Studio mena quant à elle des recherches sur la nature des rapports entretenus entre les différentes puissances européennes en étudiant le système de relations internationales. Ce terme étant utilisé ici de manière anachronique. Elle s'appuya sur les travaux d'historiens spécialistes de la période, tels Thierry Lenz et Jean Tullard, pour évaluer l'importance du phénomène guerre au sein des sociétés européennes. Dans March of the Eagles, c'est-à-dire dans ce jeu-là, de nombreuses modalités diplomatiques, indexées par le studio Paradox Development, rendent parfaitement compte de la complexité des relations nouées entre la France, la Prusse, etc. Acquisition d'un territoire au détriment d'un adversaire, élargissement d'une aire d'influence par le biais d'États clients, amélioration, dégradation des relations, déclaration de guerre, etc. Différents mécanismes rendent aussi parfaitement compte de l'omniprésence de la guerre. La plupart des technologies recherchées, je pense en particulier à la marche au son du canon, des subsides reçus, des installations pouvant être construites, sont directement liées à la poursuite de la guerre. Érection de forts, recrutement de soldats, achat d'armes, etc. Comme vous pouvez le constater en haut à gauche, sur les 10 technologies, 10 groupes d'idées envisagés, une grande majorité consacre exclusivement le phénomène guerre. Une représentation des années 1804 à 1815, s'appuyant autant sur des faits historiques, c'est-à-dire retranscription fidèle des réalités diplomatiques, que mémorielle, c'est-à-dire exagération de l'importance du phénomène guerre, fut privilégiée. Les approches méthodologiques employées par les chefs du projet furent donc multiples. Pour certains enseignants, certains jeux sont dotés d'une dimension pédagogique réelle. Dans Napoléon Total War, de nombreuses campagnes solo ayant trait au siège de Toulon, aux expéditions d'Italie et d'Égypte, ont été incluses dans le scénario principal du jeu, dont vous avez un écran ici. Pour pouvoir progresser et débloquer les missions suivantes, le joueur devra d'abord faire reculer la flotte anglaise à Toulon, qui correspond au premier scénario en 1793, puis, dans un second temps, battre les armées autrichiennes en Italie, ce qui correspond au deuxième scénario, 1796-1797. Devant suivre le cadre chronologique français, le joueur ne pourra qu'acquérir de nombreuses connaissances sur la réalité des années 1793 à 1815. En d'autres termes, si le joueur n'arrive pas à gagner, à remporter la victoire, il ira se référer, il fera des recherches personnelles sur la réalité des événements, comment les acteurs ont-ils résolu ces problèmes pour s'en inspirer. Au contraire, s'il gagne, il pourra également se référer aux 10 actions pour pouvoir comparer, flatter son ego et se dire qu'il a fait mieux qu'eux. Donc, dans tous les cas, il y a une interaction de manière constante et dynamique entre réalité pédagogique et ludique. C'est un va-et-vient. L'attention particulière accordée par les game designers dans leur production à l'exacte reconstitution des uniformes portés par les protagonistes, des armes utilisées par ces derniers, aux fumées dégagées par les mousquets, comme vous pouvez le voir sur un écran de jeu, où de nombreux détails sont indexés. L'attention portée au phénomène d'attrition, à l'importance du chaîne de ravitaillement, à la pénurie de munitions sur le champ de bataille, etc., témoignent de leur volonté de retranscrire fidèlement l'époque et d'instruire le public de manière ludique. D'autres professeurs refusent cependant, au dit divertissement, cette vocation. Pour ces personnes, la fonction principale du jeu est d'amuser et non d'instruire. Les game designers de Cossacks 2 Battle for Europe, ainsi, sont dans l'obligation, pour préserver la notion de plaisir ludique, de fausser les rapports de force ayant réellement existé entre l'Espagne des Bourbons, la Prusse des Hohenzollern, etc. Ils sont obligés d'établir une hiérarchie originale des puissances, bien qu'ayant des caractéristiques, des bonus, des unités différentes, sont toutes plus ou moins égales entre elles, ont toutes les mêmes chances de remporter la partie. Il procède cependant, ce faisant, à un traitement original de l'information, où l'exigence pédagogique recule devant l'impératif ludique. De par la nature intrinsèque du jeu, disent les professeurs, ils ne peuvent faire autrement. D'autres critiques sur les choix faits par certains divertissements se développèrent et peuvent être évoquées. L'efficacité accrue de fusées est ainsi une des incohérences relevées par les joueurs. Nonobstant, comment interroger l'objet jeu ? Pour certains, les nombreuses faiblesses relevées ne peuvent être évitées. Il est très difficile pour les éditeurs d'offrir aux acheteurs une reconstitution de la période consulaire et impériale faisant consensus. En effet, lorsqu'un studio entreprend de créer un jeu de stratégie ayant pour contexte la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, il se place dans une situation compliquée, celle de devoir synthétiser une période très complexe, une période très riche, très dense, ce qui, même pour un historien, n'a absolument rien d'évident. Ces personnes, bien sûr, ne sont pas les seules à être confrontées à un tel écueil. Les professeurs de collège et de lycée, devant leurs élèves, les producteurs de films, de documentaires face à leur public, les scénaristes de bandes dessinées, etc., doivent aussi faire face à de semblables difficultés. Quelques-uns notent.
Le média vidéoludique peut certes contribuer à mieux faire connaître, à introduire à un large public l'ère napoléonienne, mais tel n'est pas le but principal de ce vecteur. Dans un commentaire posté le 28 septembre 2012 sur le forum Jeux vidéo, Arisp, il s'agit d'un pseudonyme d'un joueur, note, je cite, « On n'est pas dans une simulation, mais juste dans un STR à destination du plus grand nombre, qui n'a pas vocation à reproduire fidèlement la réalité de l'époque. » Fidèlement de l'époque. Fin de citation. Donc, jouer à des jeux en ligne, lire l'encyclopédie, se référer aux liens Wikipédia inclus dans les 10 œuvres, ne peut se substituer à la lecture d'ouvrages spécialisés. Pour d'autres, la tension existante entre l'œuvre, d'une part, et la volonté de respecter strictement le cadre historique, la possibilité de donner aux joueurs d'influer sur le cours de l'histoire, ne saurait être surmontée. Quel compétiteur digne de ce nom ne voudrait pas, durant sa partie, grâce aux nombreuses possibilités offertes par les créateurs du jeu, influer, peser véritablement sur les cours des choses et triompher à Trafalgar, etc. Cependant, ce faisant, il ne pourra que s'éloigner de la chronologie et écrire une uchronie. L'instrumentalisation de la décennie impériale, et il s'agira de la dernière partie, l'instrumentalisation de la décennie impériale, donc, par les concepteurs de jeux vidéo fut plurielle, idéologique, politique, financière. Ainsi, dans le but de rendre compte de l'originalité et de l'importance du processus scientifique à l'œuvre entre la fin de l'époque moderne et le début de l'époque contemporaine, les concepteurs de Civilization 3 Conquest instrumentalisèrent le passé. Pour triompher de leurs adversaires, les joueurs ne doivent pas nouer des alliances, élaborer une stratégie d'ensemble, etc. Ils doivent effectuer d'importants et successifs progrès de manière solitaire. La popularité des thèses de l'universitaire français François Guizot quant à une linéarité de l'avancée technologique explique, selon nous, la retranscription dans le système du gameplay de l'hypothèse alors envisagée, que vous voyez ici. Dans cette œuvre, comme vous pouvez le constater, les recherches aboutissent de manière mécanique à des découvertes qui seront immédiatement maîtrisées dans toutes les provinces contrôlées par le joueur. Contrairement donc à la réalité historique, elles ne circulent pas avec des rythmes différents dans le temps, elles ne se divisent pas de manière inégale dans l'espace. Dans le seul but de réaliser des bénéfices importants, les membres Big Ben Interactive utilisèrent le réel engouement que portait un nombre d'individus pour la période impériale, réactivé par le succès rencontré par la mini-série Napoléon produite en 2002. Je rappelle que la série a été produite en 2002 et le jeu est sorti la même année, donc il y a un parallélisme intéressant. Donc ils profitèrent de ces phénomènes pour produire Napoléon et, ce faisant, vendre un nombre important de jeux. Les ingénieurs de Collision Studio ne furent pas les seuls à agir ainsi. Les membres de The Creative Assembly instrumentalisèrent eux aussi l'image de Napoléon pour vendre. Ils se firent l'écho de poncifs largement présents dans la culture populaire et acceptés par tout un chacun. Il ne nous semble pas inutile ici de souligner un point nous semblant important. Le média vidéoludique ne peut être appréhendé comme une production coupée de son environnement culturel. Comme l'indique le sociologue Roger Calois dans Les Jeux et les Hommes, il en accuse les préférences, il en prolonge les usages, il en reflète les croyances. Nous avons voulu, dans le présent propos, reconsidérer la fin du directoire, du consulat et de l'Empire à travers un prisme différent, une perspective autre, nouvelle, celle du jeu vidéo. De même que les historiens, les concepteurs s'interrogèrent longuement et se posèrent de nombreuses questions d'ordre historiographique avant de débuter le processus de création. Comment ainsi devait-il saisir le fait napoléonien ? Devait-il appréhender cet épisode sur une période relativement longue, allant du siège de Toulon en 1793 à la bataille de Waterloo en 1815 ? Ou bien devait-il, tels les créateurs de l'Empereur, produit par Coé en 1996, réduire le champ d'investigation en envisageant la seule période impériale ? La compréhension et la délimitation spatiale du fait napoléonien devait-elle être envisagée dans une perspective mondiale, européenne ou bien méditerranéenne ? En d'autres termes, quelle échelle devait être privilégiée ? Faut-il inclure la zone nord-américaine ? L'espace colonial, les circuits maritimes doivent-ils être pris en compte ? Certains décidèrent de faire l'économie d'une réflexion sur la réelle temporalité de la période napoléonienne. Ils appréhendèrent cette réalité de manière extrêmement large, en élargissant les bandes temporelles et en n'ignorant pas la fin de la Révolution française. D'autres, tels le studio Hussar Game, firent des choix différents. Ils privilégièrent l'étude des actions du général Bonaparte, c'est-à-dire compris entre 1793 et 1799, de l'empereur Napoléon, entre 1804 et 1815, ou bien de campagne, c'est-à-dire quelques mois, quelques semaines, ou de bataille, quelques heures. En privilégiant la première option, c'est-à-dire en appréhendant le fait napoléonien de manière longue, la période est envisagée comme un tout homogène, c'est-à-dire que les nombreux changements survenus entre la fin de la Révolution française et le début de la Restauration, en France et en Europe, sont regroupés de manière artificielle en un fourre-tout bancal. Quant à la seconde décision, c'est-à-dire au fait de pouvoir effectuer des coupures et prendre quelques épisodes spécifiques, les questions demeurent, sont aussi nombreuses. Pourquoi opérer un tel découpage ? Pourquoi privilégier la retranscription d'un tel événement au détriment d'un autre ? Est-il plus important ?
Comme vous pouvez le constater, pour un studio, la délimitation et la définition de l'époque napoléonienne est ardue. Malgré l'intervention de nombreux chercheurs dans le processus de fabrication, nombre d'individus se refusent à exagérer l'importance du divertissement interactif dans le domaine pédagogique. C'est assez aberrant pour certains de demander à un jeu de réévaluer l'importance de phénomènes historiques. Pour ces personnes, il faut avant tout faire preuve d'esprit critique. Il faut savoir prendre une décision, un recul nécessaire quant aux cinématiques, montrées, etc. Quelques-uns entendent, eux, saisir ce vecteur dans sa singularité. Les jeux vidéo permettent de représenter l'histoire autrement, avec le mode multijoueur, permettent d'en apporter une nouvelle dimension, une nouvelle écriture, à travers, entre autres, la lecture des After Action Reports, AAR. C'est un capteur et un catalyseur. Il peut faire l'histoire et l'exposer. Il constitue un précieux outil de réflexion. Comme nous l'avons vu précédemment, les éditeurs n'hésitent pas à créer des jeux afin de réaliser d'importants bénéfices financiers. Confrontés à l'affirmation grandissante du poids économique du secteur vidéoludique, ces entités n'hésitent pas à produire parallèlement en grande quantité du contenu additionnel, les fameux DLC. La commercialisation du produit, dont vous avez un exemple ici, doit avant tout permettre aux investisseurs de réaliser une plus-value. Ce qui est affiché à l'écran, c'est environ 100 € le total. Malgré l'importance de la digitalisation et la dématérialisation, nombre d'œuvres sont vendues à un prix conséquent. Bien que sur des forums, le public se montre particulièrement critique envers une telle pratique, il continue à acheter. Un grand nombre de joueurs se plaignent en effet, estimant acquérir un jeu en pièces détachées, rallongeant artificiellement la durée de vie de l'œuvre. Relativisons quelque peu le dit propos. Ce support, c'est-à-dire le DLC, le développement, a aussi pour but, il nous semble, d'apporter une réelle plus-value en termes de retranscription, de réalité historique ou de gameplay. De nombreuses améliorations, ajoutées a posteriori grâce au dit système, peuvent rendre l'œuvre parfaitement intéressante, tant du point de vue du gameplay que du réalisme historique, les deux dimensions étant d'ailleurs intimement liées. En perfectionnant certains éléments du jeu initial, tels que le système de combat, il constitue un laboratoire d'idées où tous les acteurs, joueurs, concepteurs, développeurs, etc., peuvent interagir. Malgré tout, certains n'osent pas s'impliquer, effrayés du nombre conséquent de DLC ne pouvant que complexifier la prise en main. Contrairement aux membres du studio de Napoléonic Era Core Team, certaines équipes de développement eurent une philosophie des rapports du jeu vidéo à l'histoire autre, non capitaliste. Ces groupes ne nourrirent pas les fantasmes du public. Ils concourent à diffuser une autre image de l'époque, à renseigner l'originalité de l'organisation sociale, la complexité du système industriel, etc. Je vous remercie de votre attention.